donc nous étions en train de revoir le questionnaire du chapitre 16 et malheureusement lorsque mon PC a redémarré, j'ai perdu les réponses que nous avons notées. Mais ce n'est pas grave. Je pense que pour... je vais ajuster ici, excusez. Pour la première question, l'ancien avait dit le A et le C. C'est le A et le C. Je vais essayer d'ajuster encore la taille ici. Effectivement, c'est le A et le C parce que lorsque nous faisons Show IP Route, nous avons le masque et le Subnet ID. Je voulais quand même illustrer cela. Voilà pourquoi j'étais sur le point de venir ici et de mettre quelque chose de très simple. Donc, soyez patient un peu. Entre le routeur 1, configure terminal, interface ETH00, no shot, IP address 192, 192, 168, 1, 255, 255, 252, IP OSPF1, area 0. Du côté du routeur 2, c'est la même chose. Terminal interface ETH 00, chat, IP, adresse 258, 1, 2, 252, et lui aussi il aura encore l'interface ETH 01, mon chat. Nous allons le mettre dans le 4, 5, 6, 2, 3. 3 c'est le broadcast address. 4 c'est le deuxième subnet. Donc 5 c'est la première adresse du deuxième subnet. Dans le routeur 3, ce sera également le configure interface ETH 01. No shot, IP address 192.168.1.6, 255, 252, IP OSPF1, area 0. Si je n'ai pas mis les interfaces dans OSPF, IP OSPF1, area 0. Interface G00, la même chose, IP OSPF1, area 0. Okay. Ici, nous pouvons mettre un loopback. Interface L0, IP address 3333 255 255 255 IP OSPF1 area 0. Alors, nous avons OSPF. Si nous revenons dans le routeur 1, nous sommes en train de faire la vérification à partir du routeur 1. Show IP route. Pour le loopback que nous avons configuré ici, je pense que OSPF n'a pas encore convergé avec ce loopback. Il a déjà connaissance de ce segment. Ok, nous avons une route OSPF, mais il n'a pas encore connaissance du loopback. Je vais revérifier. Ouais, le loopback est maintenant là. Effectivement, cette question, lorsque nous faisons show IP route, nous avons le masque et le subnet ID. Donc, lorsque nous faisons show IP route, c'est ce que nous avons ici, là. Nous avons le subnet pour une route normale, voilà. Prenons cette route normale. Lorsque j'ai configuré ici, j'ai configuré les adresses IP, ok? Notons. Lorsque j'ai configuré dans le routeur 2 sur cette interface, j'ai mis sur cette interface, j'ai mis 192.168.1.6, 1.5, ok? Et sur cette interface, 192.168.1.6.
Donc 192.168.1 et 5 ici, 6 ici, là. Et puis le masque que nous avons configuré, c'est le bar 30. Ok? Pourquoi bar 30? Qui peut nous donner le bar 30 en décimale? En fait, c'est en face de nous, c'est celui-ci. Ok? C'est le 255.255.255.252. Lorsque nous faisons show IP route dans le routeur 1, le routeur 1 nous montre le subnet. Ok? Il ne nous montre pas les adresses IP. Il nous montre les subnets. Il nous montre subnet. Le subnet auquel appartient ces adresses IP, c'est le subnet 192.168.1.4. Il ne met pas 5, il ne met pas 6, mais il met le subnet. Donc c'est la même chose si on venait, si je partais par exemple entre le routeur 3, je mets interface ETH 00, je le mets no chat pour que nous puissions voir la différence. Je vais mettre IP address, là-bas je vais mettre le 172.16.1. 255.255.0. Dans le routeur 4, je pense. Dans le routeur 4, c'est le routeur 5, ce n'est pas grave. Interface ETH 00. No shutdown. IP address 172.16.1.2. 255.255.0. IP OSPF 1 area 0. Ici, là, je pense que c'est la même chose. IP OSPF 1 area 0. Donc, ici, là, nous avons mis des adresses IP qui sont dans le subnet, dans un subnet qui est dans ce préfixe, donc le bar 30. Ici, nous avons mis des adresses IP qui sont dans le bar 24. Et c'est le 172.16.1. Ok. Ici, nous avons mis le 1. Ici, nous avons mis le 2. Lorsque nous faisons la même vérification, nous revenons au routeur 1. Si nous refaisons show IP route, nous avons maintenant un subnet. On nous liste 172.16.1.0. Ça est là plutôt. 0. Ok. 172.16.0.0. Bar 24. 172.1.0. Ça, c'est le subnet que nous avons configuré. Ici, là, c'est la classe. C'est la classe B. Mais du moins, nous voyons que c'est le bloc 24 que nous avons configuré. Donc, ça, c'est pour la question 1. Il nous montre le masque et le subnet ID. Pour la question 2, après avoir configuré l'interface d'un routeur avec l'adresse IP masque 10.1.1.1.100 bar 26, which of the following routes would you expect to see in the output of the show IP route? Alors pour cette question, il y a un clou. C'est ça. On vous a donné le masque de cette route. Et si vous voyez ici, il faut faire un peu du subnetting rapidement. Ce qui correspond à ce masque, c'est ceci et ceci. Ce masque, c'est le masque du bar 24. Ce masque, c'est le bar 32. Et ce masque, c'est le 32 également. Bar 32. Ici, là, c'est le bar 24, nous l'avons dit. Donc, il n'y a que deux réponses qui restent. Ça, c'est une façon de vite faire ce qu'on appelle rollout.
On enlève les mauvaises réponses, les réponses qui sont de toute évidence fausses. Il nous reste les 292. Vous pouvez le faire autrement en lisant cette partie, mais ça peut ne pas. L'autre aspect, on nous liste deux types de routes. Okay? Le local route for host, c'est l'adresse IP. Le local route, souvenez-vous, c'est toujours l'adresse IP configurée. Donc ça aussi, c'est une façon de vite répondre. Mais le local route, nous en avons deux. Ok? Ça peut prêter à confusion. Vous pouvez choisir ça. Vous allez choisir avec le mauvais masque. Donc voilà pourquoi il faut valider aussi le masque. Le local route, c'est l'adresse IP configurée sur l'interface. Et le connected route, c'est le subnet auquel l'adresse IP appartient. Et le subnet, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un autre... La troisième question. Un ingénieur configure une route statique. Ça, c'est très... ça, nous avons déjà répondu... J'avais déjà répondu à cette question. La commande show IP route, nous avons le subnet ID. Nous avons le masque. Et nous avons le next hop IP address. Parce que lorsque nous configurons une route statique, nous faisons IP route. Par exemple, 10.10.10.0 qui est le subnet. 255.255.0 qui est le masque. Et puis nous mettons l'adresse IP du routeur voisin qui peut être, par exemple, le 192.168.1.1. L'adresse IP du routeur voisin. 4. Which of the following commands correctly configures a static route? Ça aussi, c'est une question qui est très simple. C'est simplement comprendre la structure d'une route statique. Comprendre la structure de la commande qui configure une route statique. IP route, le subnet ID que nous voulons atteindre, le masque et puis l'adresse IP du routeur voisin. Un ingénieur applique la commande show IP route 10.1.1.0 excusez, 255.255.255.0 S000 dans un routeur et applique la commande show IP route. Et il n'y a aucune route, donc tel que nous sommes en train de le faire, vous faites show IP route, mais il n'y a aucune route qui figure. Pourquoi? The IP route command has an incorrect syntax. C'est faux parce que cette commande est correcte. Là, vous pouvez déjà annuler cette réponse. Interface S00 is down. C'est possible. The router has no app interfaces in class A 10.000. Ça, c'est peut-être vrai ou pas. The IP route command is missing a next hop route IP address. Ça, c'est un trick. Trick, pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a deux façons de configurer une route. On peut configurer avec le next hop IP address. Donc, l'adresse IP du routeur voisin, c'est ce qu'on appelle l'option next hop IP address. Et la deuxième option, nous savons, c'est lorsque nous choisissons quelle option. Comment est-ce qu'on appelle ça techniquement? Cette option. Parce que ce sont des notions qu'il faut comprendre. Comment est-ce qu'on appelle cette option? C'est l'option Exit Interface. Donc, juste pour nous rafraîchir la mémoire, si vous configurez une route ici, le next hop IP address sera l'adresse IP de cette interface. Le exit interface sera l'interface du routeur. Donc, si c'était dans ce routeur que nous étions en train de configurer, le exit interface serait le Ethernet 00.
Donc ça, c'est pour nous rafraîchir un peu sur les notions que nous avons déjà vues. Alors, ici, je pense, j'ai perdu les réponses que j'avais capturées, mais je pense que la bonne réponse doit être le B. Nous allons vérifier rapidement. Effectivement, c'est le B. La première, c'était le A et C. Deuxième, A et D. 3, c'est C. 3, qu'est-ce que nous avons choisi? 3. Ok, c'est correct. Et 4, c'est quel 4, c'est A. Ok, c'est aussi ce que nous avons choisi. Et ici, c'est B. Alors, la sixième question. A router lists the following partial output from the show IP route command, out of which interface will the router route packets destined to IP address 10.115.122. Alors, ici, là aussi, c'est le subnetting. Ça fait appel un peu à comprendre le subnetting. Nous avons l'adresse IP 10.1.15. Si nous venons ici, nous avons 3 adresses qui commencent avec 10.1.15. 3 routes. OK? La dernière valeur, c'est le 122. Alors, si nous venons ici, je vais déjà annuler cette. La première route. Pourquoi est-ce que je l'annule? Qui peut dire pourquoi est-ce que nous annulons cette route? Et la dernière. Bon. La dernière, pas vraiment. La dernière peut vraiment être valable. Pourquoi est-ce que nous annulons la première? À cause du masque. Ouais. La première route, c'est un host route. 32. Donc voilà pourquoi je suis habitué à faire ces questionnaires. Ce n'est pas pour le plaisir que Cisco a mis ces questionnaires dans ses manuels. C'est pour vous donner les éléments de base. Qu'est-ce que vous devez regarder? Le masque ici n'est pas bon. Parce que ça c'est un host route. Et le host route ici, c'est pas le même que nous avons. Hein, l'adresse IP que nous avons ici, c'est le 122. L'adresse IP que nous avons ici, c'est le 100. Donc, ce n'est pas la même chose. Deuxième possibilité, c'est cette route. Le masque de 26. OK? Troisième, ici, là, déjà, c'est annulé parce que c'est le 14. Le troisième octet nous parle de 14. Cette route a un masque de 27. Ok? C'est un masque de 27. Rien n'empêche à cette route d'être aussi valable. Mais je vais relire la question. Out of the router will route packets destined to 110, 111, 15, 122. Ça, c'est une question de subnetting. Même la dernière question est correcte parce que ça, c'est un default route. OK? C'est un default route. Mais, il faut d'abord choisir la route qui est spécifique avant de partir à la default route. Ça, nous le savons. La default route est utilisée lorsque le routeur n'a aucune route spécifique. Lorsqu'il n'y a pas une route spécifique, j'envoie à la route par défaut. Tous les paquets qui n'ont pas une destination spécifique sont envoyés à la route par défaut. Mais si nous avons une route spécifique, voilà pourquoi il faut éviter juste les réponses simples. Ah, et la route par défaut s'il va accepter. Non, il faut comprendre le principe ici. Que le 10 1 15 64 est une possibilité. Le 10 1 15 96
Le 96/27 a 32 adresses. Donc, quand on commence à 96, ça nous donne... ok. Personnellement, je choisis la route qui va par le 96. Pourquoi? Parce que c'est le principe du most spécifique. Le routeur envoie les paquets là où il y a le longest prefix match. Longest prefix match, en d'autres termes, une route qui est plus spécifique. Ici, là, ça nous appelle à faire un peu du subnetting. Le masque en décimale du bar 26, ok, 25 c'est 192 et 26 c'est combien? 224, ok? C'est ça? 255, 255, 255. Non. 26, c'est 192. 26, c'est 192. Oui. 24, c'est combien? 27, par 27. Non, 24. Quand vous dites 24. Oui, bar 24. 224. Ouais. 224. Non, bar 24. Bar 24, c'est 255, 255, 255, 0. Qu'est-ce qui, lorsqu'on passe au 80, au bar 25, qu'est-ce que nous remplaçons au 0? 128, ok? Ouais. 128. Ouais. L'ancien a raison. Donc ici, c'est bar 26, c'est 192. Et le 27, c'est le 224. 124. Ouais. Maintenant, d'un point de vue des groupes du nombre d'adresses IP, parce que lorsque vous le faites, il faut aussi faire la relation avec les adresses IP qui s'ajoutent dans ces blocs. Dans le bar 24, il y a combien d'adresses IP utilisables? Dans le bar 25, il y a combien d'adresses IP utilisables? 126. Dans le bar 192, il y a combien d'adresses IP utilisables? 62. Dans le bar 224, dans le bar 27, il y a combien d'adresses IP utilisables? 30. Donc, pour cette question, je pense que le routeur va choisir cette route. Ok? Cette route qui va par le G030 simplement parce que cette route pointe sur un subnet qui est spécifique. Ok? La réponse, le routeur pouvait aussi envoyer au G010 parce que cette adresse IP, le 10.1.15.122, peut tomber dans ce bar 26 aussi. Mais il y a déjà un subnet qui est spécifique. Mais bon, voyons ce que Cisco va dire en termes de réponse. G030, c'est le D, qui avait jeté un coup d'œil lorsque nous étions en train de scroll down. C'est le D. Parce que c'est le subnet qui est spécifique. Le most spécifique. Donc, voilà pourquoi, lorsque vous faites ces questionnaires, ça va vous emmener à réfléchir. Ça doit vous emmener à réfléchir. Ok? This one was
Je pense que c'était la question qui était de trickiest, hein, qui était tricky, qui était un peu... il y avait... C'était un peu subtil. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ce questionnaire. Je vais enlever ici. Nous allons rapidement lire les notes qui résument ce chapitre. Le processus... Donc, ce chapitre porte principalement sur la configuration des adresses IP. J'avais modifié quelque chose qui n'a pas été word wrap. Ok. La configuration des adresses IP et des routes statiques. Alors, de façon principale, les routeurs transmettent les IPv4, les paquets IPv4. Pour transmettre les paquets, les routeurs ont besoin de routes. Chaque route liste une destination. Une destination est un network, un subnet ou un groupe d'adresses. Donc, lorsque on parle d'une route qui liste une destination, cette destination n'est autre qu'un network. Et un network, c'est simplement lorsque nous disons... un réseau de 32 adresses, un réseau de 64 adresses, un réseau de 256 adresses, ainsi de suite. Donc, en d'autres termes, un subnet. C'est un groupe d'adresses. Chaque route contient des instructions qui indiquent au routeur où envoyer les paquets. Donc, la route telle que nous le voyons dans cette sortie que nous venons d'analyser, chaque route a une sortie. Ça, ce sont les instructions. Donc, si tu veux envoyer des paquets au subnet, à ce subnet, là, il y a des instructions également où est-ce qu'il faut envoyer les paquets destinés à ce sous-réseau. C'est au travers de cette interface. Les routeurs peuvent également ajouter des routes statiques. Les routeurs peuvent utiliser les protocoles dynamiques. Alors, IP routing, processus de transmission des paquets IPv4 de la source vers la destination finale dans le réseau TCP/IP. Le processus de routage IP dépend de la logique de la troisième couche exécutée par les utilisateurs, donc les hôtes et les routeurs, mais aussi la deuxième et la première couche. Donc la logique de la troisième couche est exécutée par les PC, les imprimantes, les serveurs, tout ce qui est considéré comme end host, les caméras IP, tout ce qui est IoT, les objets de l'internet, tout élément qui a une adresse IP exécute la logique de la troisième couche. Et une fois que cet élément, ce end host, cet utilisateur, ce host, ce hôte, envoie les paquets au routeur, le routeur aussi exécute la logique de la troisième couche. Mais la logique de la troisième couche peut fonctionner, mais s'il y a un problème à la deuxième et à la première couche, le routage ne pourra pas avoir lieu. Si l'interface est down, parce qu'un câble est déconnecté, le routeur n'aura pas lieu. Si la deuxième couche a des problèmes, speed mismatch, duplex mismatch, ça va faire que l'interface soit up-down, le routage n'aura pas lieu. Donc, ça aussi, c'est un élément qui fait appel aux notions de ce que nous appelons par le TCP/IP stack. Donc, les couches, ok? Les couches inférieures influencent ce qui est en haut, ok? Si en bas, ce n'est pas bon, rien ne va fonctionner. En d'autres termes, si nous revenons ici, nous allons dire la couche 1, 2, le 1 et le 2 doivent fonctionner pour que le 3 fonctionne. Le 1, 2, 3 doivent fonctionner pour que le 4 fonctionne, ainsi de suite. Ce qui est en bas influence ce qui est en haut. Alors, processus de routage IP. C'est juste des notes rapides. Le processus commence par la création du paquet IPv4 par l'utilisateur. Pour créer le paquet, l'utilisateur se pose la question suivante. L'adresse IP de destination est-il dans mon propre subnet ou dans un subnet différent?
Et nous avons vu que la fonction qui est utilisée, c'est la fonction AND. C'est un calcul mathématique qui permet au routeur de détecter si le subnet de destination est le même ou si ce subnet est différent. En d'autres termes, si nous revenons dans notre topologie, je vais effacer ici. Si nous ajoutons un PC ici, si nous ajoutons un PC ici, si ce PC, je vais mettre 1 et je vais mettre une adresse IP ici. Supposons que ce PC, ici là c'est le subnet 192.168.100.0/24. Ok. Bon, pour que ça soit complet, il faut ajouter un autre équipement exclusif. Donc, je vais encore faire ceci. Ok. Donc, les deux équipements sont dans le même subnet. Ok. Et lorsque le PC, si le PC 1 veut envoyer un paquet, il va d'abord lire, il va d'abord exécuter la fonction AND pour comparer si l'adresse IP de destination est dans son propre subnet. Et on avait vu qu'il y a une comparaison des bits. Ok, nous n'allons pas repartir à cela. S'il se rend compte que l'adresse IP de destination est dans son propre subnet, il va envoyer le paquet directement. Si l'adresse IP de destination est dans un subnet différent, il se dit que moi je ne suis pas un routeur, je dois envoyer les paquets à la passerelle par défaut. Donc à partir de ce moment, l'unique option qui lui reste, c'est d'envoyer au... En fait, ça c'est pas correct, hein, d'un point de vue technique. Cette topologie n'est pas correcte. Parce que les deux ne pourront pas être dans un même subnet. Non, je vais corriger. C'est clair, non? Les deux ne peuvent pas être dans un même subnet. Pourquoi? Ce sont des éléments très simples. Parce que chaque interface de routeur doit être dans un subnet différent. Donc si deux PC sont connectés à des interfaces différentes, ils doivent être dans des subnets différents. Oui? Oui, ancien? Le routeur relie deux réseaux différents. Voilà. Disais-le, un routeur relie deux réseaux différents. Voilà. Enfin, plusieurs réseaux différents. Oui. Donc, pour que notre topologie soit correcte, nous devons ajouter un switch. Un switch. Parce qu'il n'y aura qu'une interface vers le routeur et le switch va faire le switching entre les PC. Et ils pourront dans le même subnet. Il fallait corriger cette topologie. Je vais ajuster un peu. On va avoir un peu plus d'espace. Oh. Excusez. Voilà. Ok, donc là maintenant nous avons une topologie correcte. Nous avons vu que si l'adresse IP de destination est dans son propre subnet, il envoie le paquet directement. Mais comment est-ce qu'il va le faire? Il doit d'abord trouver le MAC de l'équipement qui doit recevoir le paquet. Et pour le faire, il utilise une entrée ARP existante ou découvre le MAC de destination au travers du processus ARP. Donc, en ce qui concerne ARP, il y a deux options. Soit l'entrée déjà existante, parce que souvenez-vous que le MAC a un aging time, un temps de vieillissement. Donc, s'il y avait déjà eu communication entre les deux équipements, il y aura une entrée ARP et le routeur, le PC plutôt, va utiliser la même entrée pour
va prendre le MAC qui est dans la même entrée ARP pour construire le IP packet. Mais s'il n'y a pas une entrée ARP pour l'équipement de destination, c'est à partir de ce moment qu'il va chercher à découvrir le MAC de l'équipement de destination au travers du processus, ARP. Ensuite, une fois qu'il a l'adresse physique de destination, il encapsule le IP packet dans un frame. Le MAC de destination du frame est celui de l'équipement qui doit recevoir le frame. Deuxième option, si l'adresse IP de destination est dans un subnet différent, il envoie à la passerelle par défaut. Là, en ce qui concerne ARP ou la découverte de l'adresse physique, c'est la même chose. S'il y a eu une communication récente entre le PC et le routeur, le PC aura une entrée ARP pour l'adresse IP du routeur. Donc, il va savoir où envoyer les paquets qui sont destinés au routeur. Donc, il aura le MAC de l'interface du routeur dans son ARP table. S'il n'y en a pas, il va passer par le processus ARP. Ensuite, il va encapsuler le IP packet dans un frame. Le MAC de destination, cette fois-ci, est celui de l'interface du routeur. Celui, il faut préciser, de l'interface du routeur. Maintenant, pour ce qui concerne les étapes, l'utilisateur transmet le packet au routeur. Donc, on commence principalement au niveau du routeur. Parce que s'il fallait parler du processus à partir du host, c'est en quelque sorte ce que nous avons dit ici. La découverte à qui je dois envoyer le packet. Est-ce que c'est un équipement local? Est-ce que c'est un équipement qui est dans un subnet différent? La construction du frame, et ainsi de suite, et la transmission. Maintenant, ici, on se focalise plus sur le routeur. Une fois que le routeur reçoit le packet, le routeur doit examiner, doit décider s'il va exécuter le frame. Donc, la première étape, le routeur décide s'il doit exécuter le frame. Les frames contenant des erreurs sont écartés. OK? Et là, nous savons que c'est quel champ? C'est le champ. Il y a un champ dans le MAC, dans le frame, qui signale cela. FCS. Frame Check Sequence. Donc, si les frames sont corrompus plutôt par des erreurs, le routeur va les écarter. Autrement, le routeur va traiter les frames. La deuxième étape, le routeur déencapsule le packet. La troisième étape, le routeur décide s'il doit envoyer le packet. Décide s'il doit envoyer le packet. Et ici, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qui va le permettre de prendre cette décision? Parce que c'est l'un des éléments fondamentaux pour le routage IP. Qu'est-ce qui lui permet? Qu'est-ce qui permet au routeur de décider s'il doit transmettre le paquet? Il va d'abord vérifier pour voir s'il y a une politique. Ok, exactement. Donc, ce qui lui permet de décider, c'est effectivement, il va lire l'adresse IP de destination et comparer à sa table de routage. J'ai un paquet qui est destiné à l'adresse 10, 10, 10, 10. Est-ce que j'ai le réseau 10, 10, 10, 10 dans ma table de routage? OK? Dans le cas de cette table de routage que nous avons ici, nous savons qu'il ne pourra pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il écarte le paquet. Parce qu'il n'a pas un réseau, il n'a pas une route pour le réseau 10, 10, 10, 10. En fait, 10, 10, 10, 0. Le réseau. Mais si c'était destiné par exemple au 192, 168, 1, 0, est-ce qu'il va envoyer ce paquet? Si c'est destiné au 192, 168, 1, 0, il va envoyer parce qu'il y a une entrée, ok? Parce qu'il sait, d'ailleurs c'est même directly connected.
C'est plutôt prenons le 192.168.1.4. Il en a, ok, il va accepter de l'envoyer. Donc, une fois qu'il prend la décision, le routeur encapsule le paquet dans un nouveau frame, le routeur transmet le frame. Configuration des adresses IP et des routes connectées. Les routeurs ajoutent des routes dans la table de routage au travers de 3 méthodes. Ça, ce sont des éléments à retenir. 3 méthodes. Première méthode, les routes connectées. Les routes connectées sont ajoutées au fur et à mesure que nous ajoutons des adresses IP sur les interfaces. Et ces adresses IP font partie des subnets parce que lorsque nous configurons une adresse IP, nous le configurons avec un masque et c'est le masque qui détermine à quel subnet appartient l'adresse IP configurée. Deuxième type de route, ce sont les routes statiques qui sont ajoutées au travers de la commande IP route. Lorsque nous exécutons la commande IP route, réseau de destination, masque de destination, next hop IP ou encore exit interface, nous ajoutons également des routes qui sont appelées des routes statiques. Troisième méthode, ce sont des protocoles dynamiques tels que OSPF, pour ce qui concerne le CCNA, mais il y en a d'autres. Il y a RIP qui est mort, il y a EIGRP qui est vu au CCNP, ISIS qui n'est pas vraiment vu dans le contexte du routage, c'est plus un protocole des fournisseurs d'accès Internet, et nous avons également BGP qui est le protocole de l'Internet. Donc ça, ce sont les protocoles dynamiques. Les routes connectées et la commande IP address. Donc, un routeur Cisco ajoute systématiquement à sa table de routage une route pour chaque subnet auquel appartiennent les adresses IP configurées sur les interfaces, à condition que, ça c'est l'une des questions où l'interface était down. Ce n'est pas parce que nous avons des adresses IP sur les interfaces. Ces interfaces doivent être opérationnelles. L'interface doit être opérationnelle. Donc, lorsque nous faisons la commande show IP interface G00, nous devons voir que l'interface est line app protocol app. En d'autres termes, app. L'interface a une adresse IP configurée avec la commande IP address. Donc, l'interface doit être app. Deuxième chose, l'interface doit avoir une adresse IP configurée. La configuration des routes connectées produit une route appelée local route. Donc, ça c'est un élément très important. Voilà pourquoi je disais, lorsque nous répondons aux questions, lisons l'adresse IP et le masque, pas seulement l'adresse IP, parce que le masque va nous permettre de savoir quel type de route il s'agit. Si c'est un bar 32, ça veut dire que c'est un local route. C'est un host route. Donc ici, si vous voyez, par exemple pour ce subnet, nous avons le C qui est le connected route, c'est le subnet, et le L qui est le local route, qui est l'adresse IP configurée dans l'interface locale, donc l'interface du routeur. Et ensuite, nous devons nous familiariser avec les codes. Nous avons la légende ici. Donc c'est facile, lorsque nous faisons show IP route, nous avons la légende, la signification de ces codes que nous voyons avant les routes. Donc c'est ce que nous devons faire attention à cela. Ensuite, nous avons le préfixe, donc le subnet ID. Ça c'est le subnet ID. Et le masque. Le masque est là, c'est en notation préfixe, mais c'est le masque. La table ARP dans un routeur 6, que nous n'allons pas repartir sur ça, nous avons beaucoup parlé de ARP, que si je viens ici, je suis dans le routeur 1, si je fais show IP ARP, ok, nous avons une entrée, des entrées ARP ici, ok, si je fais ping 3, je rappelle ARP, show IP ARP, j'ai maintenant, excusez. Je n'ai pas une entrée A pour le loopback. Ok. Je vais essayer de ping.
ping une autre adresse IP. Ping 192.168.1.6. C'est bon. Show IP up. Show up. Ok, wonderful. Rien ne s'ajoute. Show up. Up. Il n'y en aura pas pour le 3. Je ne sais pas pourquoi. Ok, on va continuer. Configuration des routes statiques. Route statique pour les sous-réseaux. Donc, la route statique que nous allons plus configurer, c'est une route statique qui pointe vers un sous-réseau spécifique. Par exemple, ici, nous avons le 172.168.1.0 barre 24. La logique des routes statiques, nombreux ont du mal à saisir les routes statiques, mais la logique, c'est de lire, c'est de d'abord comprendre le réseau de destination. Une fois que vous comprenez le réseau de destination, la structure de votre commande est simple. Elle commence par IP route, le réseau de destination, donc cette partie, le masque de destination, cette partie, et puis le next hop qui n'est autre que l'adresse IP de l'interface du routeur voisin. Donc ça, ce sont les éléments pour les hosts, pour les routes statiques qui pointent vers des réseaux. Nous avons des routes statiques qui pointent vers des hôtes, et ce sont des routes statiques. Par exemple, si nous avons un PC ici là qui est à l'adresse IP 10.10.10.10, mais nous avons le subnet, c'est le 10.10. Ok, faisons simple. Je vais juste prendre ce que nous avons déjà pour ne pas trop écrire. Donc, si je reviens sur cette partie, nous avons dit que le PC, ici le PC là est par exemple au 1. Et ce PC est au 2. En d'autres termes, 192.168.101.102. 102. Supposons que le routeur 3, dans le routeur 3, on veut configurer un host route. Ce host route va pointer spécifiquement à ce PC. Spécifiquement à ce PC. Un network route va pointer à ce sous-réseau. Un network route pointe vers le sous-réseau. Un host route pointe vers un équipement spécifique. Un seul équipement. Donc, pour les deux commandes que nous aurons, le network route, une route statique qui pointe vers ce sous-réseau, ce sera le IP route 192.168.100.0 255.255.255.0 plus l'adresse IP de cette interface qui sera le 192.168.1.5. Ok, ça c'est le network route. Le host route va pointer, ne va pas pointer vers le subnet, mais va pointer à l'adresse IP de ce PC2, du PC2. Ce sera le ce sera le IP route 192.168.100.2. Ok, l'adresse IP du PC2 255.255.255. Le masque sera le 32. Parce que tous les bits sont activés pour atteindre ce host.
Donc, ce sera le masque 255.255.255.255. Le next hop IP sera le même, 1, 5. Ok, donc ça c'est pour le host route. Après, nous avons le floating static route. Nous avons déjà vu cet aspect. Nous avons dit que c'est une route qui est auquel nous attribuons une valeur administrative qui est supérieure au protocole de routage. Non, inférieur. Techniquement, on va appeler ça inférieur. Inférieur à celui du protocole de routage pour que la route statique ne puisse pas avoir de la précédence. Qu'est-ce que cela veut dire? Par défaut, quelle est la valeur administrative d'une route statique? Qui peut répondre? Quelle est la valeur administrative d'une route statique? Zéro. Pardon? C'est le 1. Ok, correct. 192, 168. Ici, nous allons mettre 5, 6, 7. Ici, c'est le 8, donc c'est le 9. Ok. 1, 9. 255, 255, 252. Routeur 4. IP route. Oh. Configure terminal. IP route. 192, 168. 1, 0, 255, 255, 255, 252. Ok, next hop, 192, 168, 1, 10. Si je fais show IP route, remarquez que cette route a le code S statique et ici c'est 1. Ok? Oui. C'est sa valeur administrative. Sa valeur administrative. Lorsque nous regardons les routes OSPF, Show IP Route, les routes OSPF, leur valeur administrative c'est 110. Ah, donc chaque route a sa valeur administrative, c'est ça? Chaque type de route. Chaque type de route. OSPF, EIGRP, route statique, route connectée. Remarquez que pour les routes connectées, on ne nous met rien parce que les routes connectées, c'est 0. Je pense qu'on va avoir quelques éléments lorsqu'on va faire le résumé du chapitre prochain. Du prochain chapitre. Ok, donc la route statique, sa valeur administrative, c'est 1. Donc, ce qu'une route flottante fait, c'est que, supposons que vous avez, ici, là, c'est l'exemple, c'est ici que nous pouvons donner l'exemple. Ça, c'est votre réseau local. Vous avez deux connexions. Une connexion qui va vers un ASP. Ici, vous avez une connexion de 1 giga. Ok. La bande passante est vraiment intéressante. Ça, c'est un autre fournisseur, un autre ASP. Et ici, la bande passante, c'est seulement 100 MB. Ici, là, c'est votre route de secours, le backup. Ce qu'on appelle, vous allez souvent voir, on appelle ça un backup route. Et ici, c'est votre primary. Primary, c'est la route qui va fonctionner dans les conditions normales. Donc, c'est la route principale, primary. Maintenant, ici, vous allez mettre OSPF. Et ici, vous allez mettre une route statique. Si vous configurez une route statique normale, sa valeur administrative sera de 1.
Si vous configurez OSPF de la façon normale, sa valeur administrative est de combien? De 110. Et donc, par défaut, quelle route sera préférée? La route statique. Ok, parce que la valeur inférieure est choisie. Donc, la route statique sera choisie. Mais vous ne voulez pas envoyer les paquets là où la bande passante est seulement à 100 MB. Vous voulez envoyer les paquets là où la bande passante est de 1 giga parce que le transfert, la transmission sera rapide. Pour le faire, ce que vous allez faire, ok, comme cette route est une route secondaire, nous allons modifier la valeur administrative de cette route statique. Voilà pourquoi. Lorsque vous configurez les routes statiques, nous allons revenir ici. Si je repars configure terminal, je rappelle la commande. Après, nous avons d'autres options. Donc là, on s'était arrêté, ça ne s'arrête pas là. Donc après avoir saisi l'adresse IP du next hop, nous avons l'option distance metric for this route. Vous pouvez modifier le métrique de cette route. Ok, par défaut c'est 1. Vous pouvez dire ok. Nous allons vérifier que c'est 1. Mais je vais te donner un métrique qui est supérieur à OSPF. Donc par exemple 130. And show IP route. Le métrique de cette route a changé. Le métrique est maintenant de 130. Et du coup, cette route ne sera plus préférée. Cette route sera en fait OSPF, une route qui va vers la route qui va vers OSPF sera préférée. Et cette route sera une route secondaire. Donc ça c'est pour les routes flottantes. Route statique par défaut. Lorsqu'un routeur essaie de transmettre un paquet qu'il ne trouve pas une route qui correspond à l'adresse IP de destination du paquet dans la table de routage, il écarte le paquet. C'est un principe simple. Si je n'ai pas une route pour un paquet, je l'écarte, je le drop. Une route par défaut est une route qui peut accepter tous les paquets. Tous les paquets. Si un routeur reçoit un paquet pour lequel il n'a pas une destination spécifique, il va l'envoyer à la route par défaut. Donc, dans un point de vue réel, lorsque vous avez un LAN comme celui-ci, et que ça c'est votre ASP, c'est votre fournisseur d'accès, il n'est même pas nécessaire d'utiliser BGP parce qu'en réalité c'est BGP. Bon, parlons de OSPF. Vous n'allez pas utiliser OSPF. Vous allez simplement configurer une route statique. Pourquoi? Ce que vous voulez dire au routeur, c'est quoi? Si tu reçois un paquet, n'importe quel paquet, envoie là-bas, envoie au routeur 2. Et c'est ce que vous voulez, c'est l'objectif. Donc tous les paquets qui doivent sortir du réseau sont envoyés au routeur 2 parce que c'est votre fournisseur d'accès Internet. Et donc la route, le default route sera IP route 000 et le next hop sera toujours le même. Donc je vais reprendre le next hop. Bon, pour cette partie c'est différent, mais je vais juste mettre pour que ça soit un peu correspondre à ce que nous étions en train de faire. Donc le next hop sera le même. 000, ça veut dire que match all subnets. Ça veut dire que tous les subnets, tous les sous-réseaux vont match avec ces zéros. Tous les paquets pour lesquels le routeur n'a pas une route spécifique, il va les envoyer. Si nous repartons de notre dans le manuel, je n'ai pas perdu le manuel, j'espère. Je pense que je l'avais perdu. Wonderful. Faire ceci.
Ok, je l'ai ici. Merci. Si nous repartons ici, c'est ce qui va se passer ici, là. Ok? Si le routeur n'a pas une route spécifique, supposons que ce n'est pas cette adresse IP, supposons qu'on nous dise que ce routeur doit envoyer les paquets au 20. 1, 1, 1. De toute évidence, ce routeur n'a aucun subnet qui va vers le 20. Ok? N'a pas une route spécifique. Et pour de tels paquets, nous disons au routeur, envoie-les à cette route. C'est la route par défaut. Lorsque tu cherches et que tu ne trouves pas une route spécifique, envoie à la route par défaut. The default route. Default route, la structure est la même. Et puis nous avons le exit interface ou encore le next hop IP ici. Là. Troubleshooting de static route, nous allons faire cette révision prochainement. Pour l'instant, nous allons avancer avec la révision de OSPF. Ok, donc, les concepts de OSPF. Alors, la première chose, ça c'est le chapitre 18, je pense. 19. Chapitre 19. Chapitre 19. C'est les concepts de OSPF. Ok. De OSPF. Alors, pour ce qui concerne ce chapitre, j'espère qu'on pourra s'envoler, mais malheureusement, il y a beaucoup de concepts techniques ici, là, que nous avons déjà vus, donc j'espère que nous pourrons vite avancer. La première chose, c'est ce qu'on nous demande de comprendre, c'est la comparaison. Comparing Dynamic Routing Protocol Features. La comparaison. Je vais simplement mettre comparaison des caractéristiques des protocoles de routage. Ok. Alors, la première comparaison qu'on nous demande de faire, c'est de comprendre la différence entre routing protocol et routed protocol. Routing protocol et routed protocol. Alors, routing protocol, ce sont des messages, des règles et des formules mathématiques qui sont utilisées par les routeurs pour découvrir les routes. Ok? Routing protocol, on nous dit messages, ce sont des messages, règles, formules mathématiques utilisées par les routeurs pour découvrir les routes. Et comme exemple, nous avons RIP qui est décédé, EIGRP qui est au CCNP, OSPF qui est l'unique protocole dynamique au niveau du CCNA. Et nous avons BGP qui est le protocole de l'Internet. Si nous communiquons
au moment où nous sommes en train de faire cette session, c'est grâce à BGP. C'est BGP qui nous permet de communiquer. Les routed protocol and routable protocol. Routed protocol and routable protocol. Je préfère garder ces concepts en anglais parce que on ne peut vraiment pas chercher à les interpréter. Ok, both terms refer to a protocol that defines a packet structure and logical addressing. Définit la structure des paquets et le logical addressing et la structure des adresses IP. Structure des adresses IP. Et ici, pour les routable protocols, on nous donne deux exemples. IPv4 et IPv6. Donc, il y a deux routed protocols. Ça, cette distinction est très importante. D'un point de vue pratique, OSPF permet au routeur de transporter les paquets d'un routeur à un autre. Donc, il découvre les routes, prendre connaissance des routes et permettre au routeur de transmettre les paquets. Par contre, les routed protocols, c'est définir simplement la structure des paquets. Parce qu'un paquet peut contenir un IPv4 ou encore un IPv6. Les deux routed protocols que nous avons, en fait les plus populaires, après avoir configuré. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons, je pense que lorsque j'avais vérifié la relation de voisinage, j'étais encore là. Et puis après, j'ai cherché la commande pour voir les key values, parce que pour EIGRP, son métrique est calculé sur la base des key values. Donc, si vous faites show EIGRP protocols, ça va nous montrer que nous avons EIGRP IPv4, protocole AS Autonomous System 1, parce que nous avons fait route EIGRP 1. Si c'était 2, ça devait être 2 le AS ici. Après, nous avons le metric weight. Nous avons K1, K2, K3, K4, K5. Le K1, c'est bandwidth. Le K2, c'est load. Le K3, c'est delay. Le K4, c'est reliability. Et le K5, c'est MTU. Et quelque chose que nous étions en train d'analyser, c'est que si vous prêtez attention à ces K, K1 égale à 1, K2 égale à 0, K3 égale à 1, K4 égale à 0, K5 égale à 0. En d'autres termes, par défaut, en l'absence de configuration, le métrique de EIGRP est calculé sur la base du bandwidth, donc le K1, et le delay, le K3. Parce que ce sont ces deux K qui ont la valeur 1. Donc, si vous voulez que le MTU soit considéré pour le calcul du métrique, vous activez le 1. Si vous voulez que le reliability soit considéré, vous activez le 1 ici. Là. Si vous voulez que le load soit considéré, mais au CCNA, on n'a pas besoin de tout ça. Au CCNA, on a juste besoin de comprendre que les éléments qui sont considérés pour le métrique de EIGRP, c'est bandwidth and delay. Je ne sais pas si Cisco pourra vous poser dans le sens de K1 représente quoi dans EIGRP. Ça sera un peu trop compliqué. Mais je pense que Cisco pourra simplement poser une question du genre quelles sont les valeurs qui sont considérées pour le métrique de EIGRP par défaut. Il peut lister tout ceci. Bandwidth, load, delay, reliability, MTU. Souvenez-vous que par défaut, ce sera bandwidth and delay. Ce sont les éléments qui sont considérés pour le métrique de EIGRP. Pour OSPF, c'est le cost. En fait, je ne voulais pas interpréter. J'ai trouvé que le français
trouver le français rapidement, c'était un peu compliqué. Pour OSPF, en fait, c'est le cost de l'interface de sortie. En d'autres termes, toujours du point de vue du routeur 5, pour atteindre le routeur 1, nous avons dit qu'il va passer par le routeur 3. Donc, le cost de cette interface, seront considérés pour le choix de la meilleure route. Il y aura plus de détails sur ça, mais pour OSPF, c'est le cost, pour faire simple. Parce que nous sommes en train de parler de OSPF, bien sûr qu'il y aura plus de détails sur la détermination du cost de OSPF. Pour l'instant, pour finir, ce sera le dernier élément. Selon vous, quelle est la meilleure route pour atteindre le subnet 192.168.1.0 du point de vue du routeur 5? Je ne sais pas si quelque chose a changé, mais c'est quand même que... souvenez-vous qu'on a ajouté un autre protocole de routage. Nous ne voulions pas le faire au départ, mais parce que nous avons parlé des métriques, nous avons ajouté. Oui? Si on prend OSPF, Pardon? si on considère OSPF, Non, souvenez-vous qu'ici on a configuré EIGRP. Ok. EIGRP. Mais ici nous avons toujours OSPF. Je ne sais pas si quelque chose a changé parce que ici nous avons toujours OSPF. Ok. Parce que ça aussi c'est un élément. Ici, nous avons toujours OSPF. Donc, je ne sais pas si vraiment quelque chose a changé. Mais on peut valider ça. On va partir au routeur 5. On va faire show IP route. Remarquez que pour l'instant, rien n'a changé. OK? Parce que je pense que ici, ça influence un peu. Je vais rapidement partir dans le routeur 2. Interface. Ce que je veux simplement faire, c'est que interface ETH 02. Nous allons mettre no IP OSPF 1 area 0. Donc on va détacher la relation OSPF sur ce segment et puis on va partir router EIGRP1 network. Le network ici, c'est celui-ci. Donc nous allons mettre 192.168.1. Le network, je pense qu'au niveau du 4, c'est quelle adresse IP? Le show IP interface brief. Ici c'est le 9. Donc c'est le network ici c'est le 8. Et ici, là, au niveau du 4, nous allons également mettre route. Il y a déjà route EIGRP ici, là. Okay. Nous allons mettre network 192.168.1.8. OK. Une relation EIGRP s'est créée sur cette connexion. Donc, ce que nous avons fait, nous avons modifié. Nous n'avons plus OSPF ici. Là, nous avons maintenant EIGRP ici. Là. Nous allons encore vérifier au côté du routeur 5 si quelque chose a changé. Show IP route. Quelque chose a maintenant changé. OK? Avant, le subnet 192.168.1.0, c'était au travers de OSPF. OK? Mais maintenant que sur toute cette route, nous avons EIGRP,
il choisit la route qui va par EIGRP pour le 192.168.1.0. Donc, ce subnet. Pourquoi est-ce qu'il a changé? Pourquoi est-ce qu'il choisit maintenant cette route? Nous avons vu cela lorsque nous avons introduit les IGP. En fait, les routing protocols. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette route? Métrique. Pardon? Cause du métrique dans la valeur administrative. Voilà. Entre deux protocoles de routage, c'est la valeur administrative. Et vu que EIGRP, sa valeur administrative, c'est 90, et que OSPF, sa valeur administrative, c'est 110, je choisis la route de EIGRP, même si je vais passer par plus de routeurs. Même si ça sera lent, parce que plus de routeurs sur votre chemin, ça crée ce qu'on appelle le latency, la lenteur. Le routeur 5G, je m'en fous. EIGRP a une valeur administrative inférieure à OSPF, je choisis cette route. Ça, c'est un élément. Donc, entre deux protocoles de routage, ce qui permet de choisir la meilleure route, c'est la valeur administrative. Entre plusieurs routes d'un même protocole de routage, ce qui permet de choisir la meilleure route, c'est le metric. Donc, nous avons vu RIP, metric, hop count, OSPF, metric, cost, EIGRP, metric, bandwidth and delay. Donc, K1 and K3. Je vais mettre ça juste ici, là. Vous n'avez pas besoin de vraiment philosopher sur ça. Je vais mettre juste pour votre information. Bandwidth, c'est K1 et delay, c'est K3. Ok? Bandwidth, c'est K1, delay, c'est K3. Donc,